Ce mai 68 a été manipulé je le dis dans mon livre et je le répète et j'ai jamais été démenti, Dieu sait que je l'ai écrit plusieurs fois, mai 68 a été organisé par les États-Unis et par Israël pour punir la France gaulliste d'avoir une politique d'indépendance nationale. Souvenons-nous qu'en 1967, le général de Gaulle avait pris la position que l'on sait pendant la guerre des 6 jours entre Israël et les Arabes, que c'est le renouveau d'une politique arabe de la France, c'est aussi le discours de Phnom Penh, c'est le discours du Québec, c'est une France debout qui s'est affirmée, et je crois que les États-Unis et Israël ne veulent pas de cette France debout, et ils ont manipulé ces événements de mai 68 avec la complicité de voyous comme Cohn-Bendit et autres, qui sont des gens abjects, je le dis, parce que il faut se souvenir que quand on voit ce Cohn-Bendit qui est adulé par les journalistes, qui l'appellent Danny, qui le tutoient, qui font copain, mais ce monsieur a quand même dit en mai 68 le drapeau français est un torchon qu'il faut brûler. Il est allé pisser sur sur la tombe du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe. Il faut que les Français se souviennent de ces choses-là. C'était la haine de la France qui s'exprimait en mai 68. On a un livre qui est sorti en 2009 qui s'appelle « Des secrets si bien gardés » de Vincent Nouzy, paru chez Fayard. Et regardez ce qu'il y est écrit dedans. La CIA est en réalité... On parle des événements de mai 68. La CIA est en réalité ravie que la statue de Gaulle, bête noire des Américains depuis 10 ans, soit enfin ébranlée. Des secousses domestiques parviennent à déstabiliser ce général intraitable sur le plan international. Il y a même des rumeurs comme quoi la CIA financerait les syndicats étudiants, dont l'UNEF, pour causer du tort au gouvernement. Les Américains seront embarrassés par cette allégation jugée ridicule. Jugée ridicule par eux, évidemment. Selon un document américain confidentiel, ils feront savoir au gouvernement français que cette rumeur n'a aucun fondement et s'étonneront que les autorités aient pu lui donner quelque crédit. Eh bien oui. Parce que autour de Gaulle et son entourage ont compris qu'il y avait derrière une grande puissance qui agitait tout ça. On a des milliers de témoignages. L'ambassadeur Harriman, l'ambassadeur des États-Unis, assistant aux manifestations dans le quartier latin, avec un air épanoui. Les radios, RTL, Europe numéro 1, qui étaient en dehors du territoire français, qui appelaient quasiment les Français à l'émeute. C'est comme ça que ça s'est passé, mai 68. Il y a un autre livre intéressant de Jean-Pierre Farkas, paru en 98, qui s'appelle Le Pavé. Et voilà ce qu'il redit. En juin 68, Cohn-Bendit déclare à Hervé Bourges « Il semble que la CIA se soit intéressée à nous ces derniers temps. Certains journaux et associations américaines, filiales et intermédiaires de la CIA... » Vous voyez qu'il est quand même bien documenté, les journaux et associations américaines. Ford, Rockefeller, etc. Filiales et intermédiaires de la CIA nous ont proposé des sommes importantes. Inutile de vous dire l'accueil que nous leur avons fait. Moi, j'aurais aimé qu'ils nous disent l'accueil, justement, qu'ils leur ont fait. Quand on voit que M. Cohn-Bendit est toujours sur la scène politique française, après avoir été en Allemagne, quand il est allé chez les Verts allemands faire une partie de sa carrière politique, il s'est fait remarquer pour prendre position, à la différence de tous les Verts allemands qui étaient infiltrés par le KGB soviétique, au moment de la crise des SS-20, Cohn-Bendit a été le seul Vert allemand, député Vert allemand, à militer en faveur de l'installation des Pershing américains. Le seul, servant les intérêts stratégiques des États-Unis d'Amérique. Comme en 1968, il a servi les intérêts stratégiques des États-Unis d'Amérique. Et comme maintenant, de nouveau, il sert les intérêts stratégiques des États-Unis d'Amérique en réclamant, par exemple, que la France cède son siège permanent au Conseil de sécurité à l'Union européenne. Rien ne pourrait plus faire plaisir aux États-Unis que de voir la France dégagée du Conseil de sécurité. Ils pourraient à ce moment-là attaquer qui le veulent sans avoir un nouveau discours de 2003 comme la guerre en Irak. Voilà les intérêts que sert objectivement M. Cohn-Bendit. Regardez cette photo au Parlement européen entre Nicolas Sarkozy et M. Cohn-Bendit. Est-ce que vous trouvez vraiment que ça a l'air d'être un opposant ? En attendant, quel a été le vrai bilan de mai 68 ? Le vrai bilan de mai 68, c'est que De Gaulle a été sauvé par le Kremlin, par l'intermédiaire du Parti communiste français et de la CGT, qui ont signé les accords de Grenelle pour arrêter la grève générale, parce que le Kremlin avait compris que c'était les Américains qui étaient derrière, qui voulaient faire chuter De Gaulle.
La CGT donc a signé, elle a d'ailleurs été désavouée, Georges Ségui a été désavoué par sa base. Et il y a eu pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, de nombreux problèmes parce que la base ne voulait pas reprendre. C'est un premier divorce qui va apparaître entre le Parti communiste français et la classe ouvrière, parce que la classe ouvrière française, à l'époque, est tellement victime des médias qu'ils prennent parti plutôt pour l'opposition à De Gaulle plutôt que pour ce qu'ont décidé le PCF et la CGT qui disent qu'il faut savoir terminer une grève. D'ailleurs, on va voir se développer après, dans les années 70, les mouvements style gauchiste, la CFDT, etc. Tous ces mouvements, vous connaissez les mouvements trotskistes qui sont financés par la CIA, tout le monde le sait, depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, comme FO. Le syndicat FO a été porté par les Américains. En quoi qu'il en soit, à partir de l'automne 68, De Gaulle cherche à s'en aller. Il avait dit, il vaut mieux partir 1 an trop tôt que 5 minutes trop tard. Il se rend compte qu'il est dépassé par les événements. Il a failli flancher. À la fin de mai 68, vous savez, il a failli s'en aller. Il est allé à Baden-Baden voir le général Massu qui lui a dit qu'il faut remonter sur le cheval. Donc il est revenu, mais le cœur n'y est plus. De Gaulle cherche un moyen de sortie. Il fait donc le référendum sur la décentralisation, la réforme du Sénat, etc., la participation des travailleurs. Tout ceci fait échec et donc il n'a que 47% de oui, il démissionne avec panache. Et c'est Georges Pompidou, qui entre-temps était passé par la banque Rothschild, qui est élu. Et c'est ça le vrai bilan de mai 68, c'est l'élection de Georges Pompidou. Et c'est quoi l'élection de Georges Pompidou ? Eh bien le 1er décembre 69, 6 mois après être élu, Pompidou plante le 2e coup de poignard dans le dos de De Gaulle. Le premier, c'était le préambule interprétatif du Bundestag. Le 2e, c'est De Gaulle qui va au sommet européen de La Haye le 1er décembre 69 et qui dit « Les demandes d'adhésion à la CE de la Grande-Bretagne et de 3 autres pays, les 3 autres pays, c'est Danemark, Irlande et Norvège, doivent être abordées dans un esprit positif. » C'est-à-dire que Pompidou enterre en fait le 2e élément fondamental que De Gaulle avait voulu apporter pour faire une Europe européenne. Pompidou va être évidemment accueilli très rapidement par les États-Unis. Alors tout ceci, eh bien, c'est la fin du gaullisme à laquelle on assiste avec Pompidou. Je ne parle même pas des autres. Mais tout ceci pour faire un bilan qui façonne l'opinion publique en France. L'audience moyenne de la télévision en France, c'est 3h30 par jour, 4h15 le dimanche. Selon les sources Médiamétrie, ça fait plus de 1200 heures par an. Et maintenant, nous sommes entrés dans un univers qui est celui-ci, que vous connaissez bien d'ailleurs. C'est l'univers où la population française est placée dans un état d'hypnotisme. C'est-à-dire que désormais, il n'y a plus de discours politiques qui tiennent. Il n'y a plus de raisonnement politique qui tienne. Maintenant, nous avons une population qui est complètement hypnotisée par un petit écran qui fait passer des messages subliminaux, vous le voyez d'ailleurs, où l'on traite de tout sauf des vrais problèmes. On le voit d'ailleurs, quelle place est laissée aux questions essentielles sur l'avenir de la France. Qui vous parle comme je vous ai parlé ? Qui vous présente notre histoire récente ? Qui vous présente la stratégie de domination américaine sur l'Europe et sur la France ? Qui vous parle de ce que la France a été un très grand État, une grande puissance indépendante et souveraine ? Qui est-ce qui vous en parle encore ? La place laissée aux questions essentielles sur l'avenir de la France, aucune. Alors pourquoi aucune ? Eh bien aucune parce que tout simplement, les médias sont détenus par quelques intérêts très circonscrits. TF1, par exemple, est possédé par Bouygues. Alors on entend les gens de gauche dire « Ah, on voit Sarkozy sur TF1 parce que Sarkozy est l'ami de Bouygues. » Mais ne vous inquiétez pas, Sarkozy est l'ami de Bouygues, mais Bouygues, il est l'ami aussi de François Hollande, de Moscovici, il est l'ami de tout le monde. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que le Bouygues est possédé à hauteur de 20% de son capital par Capital Research and Management American Funds, qui est un fonds de pension qui gère notamment les pensions, les retraites des fonctionnaires de Californie. Et donc, TF1 jamais ne peut relayer le type d'information que je vous donne. De la même façon, le groupe Lagardère qui possède Europe 1, qui possède Paris Match, qui possède Aujourd'hui,
qui possède le journal du dimanche, qui possède une partie du journal Le Monde, qui possède une partie des NMPP, les nouvelles messageries de la presse parisienne qui permettent de monter ou de tuer un journal. Il suffit de le mettre en devanture ou de le retirer de la devanture. Si vous retirez un journal de la devanture, il ne se vend pratiquement plus. Il perd 95% de ses ventes s'il n'est plus en devanture. Donc celui qui possède les NMPP a un pouvoir colossal sur la formation de l'opinion publique en France. Eh bien Lagardère, ça sonne bien français, oui, mais plus de 60% du capital de Lagardère sont détenus par des investisseurs institutionnels étrangers, comme on dit, et notamment des Américains.